que t'a apporté la fréquentation des artistes, toi qui as vécu avec eux, si près d'eux? Je pense que moi, je ne me serais jamais dit un artiste, bien que j'ai beaucoup dessiné dans ma jeunesse et tout ça, et que j'aurais pu être un médiocre élève des beaux-arts, et c'est vers là que je me serais orienté spontanément si j'avais eu vraiment le choix. J'aurais jamais dit je vais faire une fac de lettres, par exemple. J'aurais dit je me sens à l'aise dans le monde des peintres, etc. Et comme j'ai enseigné dans une école d'art ensuite, à Lyon, je me suis aperçu effectivement que c'était un peu mon élément naturel, que j'étais plus à ma place prof d'une école d'art, par exemple, que prof de lycée. Bon, et parce que aussi les collègues étaient différents. J'avais affaire à des illustrateurs, des gens du dessin animé avec qui je me suis fait des amis immédiatement. Mais je pense que quand on est, je préfère dire créateur plutôt qu'artiste. Je pense qu'on a en soi l'étoffe d'un créateur, peu importe dans, le domaine, dans quel domaine, on a besoin de s'entourer au moins dans sa jeunesse de gens comme ça pour se confirmer dans ce chemin. Parce qu'on est tellement différent de ses frères et sœurs ou de ses collègues si on est dans un monde de travail qu'effectivement il y a un fossé de nature assez énorme. On n'a pas le même rapport au monde. Et donc, en fréquentant des artistes, on se trouve avec des gens qui ont un peu la même maladie, ou la même folie, ou qui sont, par rapport à leur entourage eux-mêmes, dans la même situation un peu souvent inconfortable, ou d'incompréhension. Parce que moi, je dis toujours que, bien que je n'ai rien à reprocher à ma famille, j'ai quand même constamment eu le sentiment d'être à la fois le clown de ma famille, et celui qui n'était pas comme les autres, et du coup, qui était obligé sans arrêt de se faire pardonner le fait qu'il n'était pas normal. En quelque sorte. Et ça, c'était très paradoxal. Je me disais aussi, ces temps-ci, que de même quand on a, par exemple, je pense à assez grande mémoire, on me l'a souvent dit, et je maîtrise ma mémoire très bien, malgré d'ailleurs mes problèmes de santé, ce qui est donc curieux, parce que j'ai jamais disposé de ma mémoire aussi bien qu'en ce moment, et je passe en revue ma mémoire dans le livre que je suis en train de faire, à travers ces centaines de fiches où je retrouve tout, y compris les films que j'ai vus qui m'ont marqué, les livres que j'ai lus, et j'essaye de retrouver mon parcours là-dedans, etc. Bon, eh bien, quand on a une énorme mémoire, il arrive, et qu'on a beaucoup travaillé, ce qui est mon cas, il arrive que, au bout d'un certain temps, en rencontrant des gens, on s'ennuie dans la conversation, parce que quel que soit le sujet abordé, et ça a l'air évidemment prétentieux, donc, sur presque tous les sujets, si on a l'esprit curieux, on en sait plutôt plus et de façon plus précise que les gens même qui croient le connaître. Si bien qu'au bout d'un certain temps, on se tait, parce qu'on ne voudrait pas avoir l'air de faire sur tous les sujets la leçon à tout le monde, était le pic de Mirandole de la société. Je me rappelle qu'à la fin de ma carrière au lycée de Boulogne, j'avais la réputation auprès des élèves d'être le professeur qui savait tout sur tout. Alors ça me faisait marrer, parce que Dieu sait si c'est pas vrai. Et comme dit Montaigne, que sais-je? Je connais l'immensité de mon inculture et surtout des livres que je n'aurai jamais le temps de lire et des chemins que je n'aurai jamais le temps d'explorer. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on finit par se mettre en stand-by, à ne pas intervenir, parce qu'on ne veut pas agacer les gens en ayant l'air en permanence d'en avoir plus qu'eux sur tous les sujets. Et c'est une vraie souffrance, parce qu'on est obligé un peu de faire l'idiot. Tu dois connaître cette impression, Alain. Par exemple, tu parles toutes les langues. Non. Non, mais je Oui. veux dire, cette impression qu'effectivement, on est obligé de ne pas montrer l'étendue de son savoir, pour ne pas agacer, pour ne pas indisposer, pour ne pas être envahissant pour les autres. Et pour pas, évidemment, les humilier en quoi que ce soit. Et c'est un peu dommage. Donc on est obligé de se faire pardonner, au fond, quelque chose qu'on a, il faut appeler les choses par leur nom, de relativement exceptionnel. C'est-à-dire qui est de l'ordre de l'exception, qui n'est pas tout le monde, ou d'atypique. Alors, moi, je voulais revenir à la fréquentation des artistes, parce que je sais que tu as donc été marié avec Maïté, qui était peintre. Tu as vécu au milieu des artistes pendant des années. Et puis, tu n'as pas cessé toute ta vie. Tu es entouré d'artistes. Tu as passé ta vie à écrire, à les rencontrer, à les faire connaître, à les lancer, etc. Qu'est-ce que ça t'aura apporté, cette fréquentation d'artistes? Mais je crois qu'on a besoin de s'entourer d'une société de gens comme soi pour se sentir moins seul. Parce que si on est entouré, par exemple quand j'étais prof au lycée de Nanterre, j'étais entouré de gens qui comme moi pouvaient être agrégés de lettres ou avoir le même type de cursus universitaire. Or, il n'y avait aucun point commun réel et profond entre eux et moi. On n'était pas de la même sorte. À tel point que quand j'ai pris ma retraite, par exemple, quand les gens m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais toi maintenant ?» Je répondais « Oh ben, je vais à la pêche à la ligne » parce que je renonçais à leur expliquer que j'avais fait entre-temps 4 ou 5 livres, 3 expositions, etc. Parce qu'ils ne pouvaient pas le comprendre, c'est pas leur chemin. Ils me racontaient comment ils avaient repeint les volets de leur maison de campagne. Donc je n'ai rien à dire sur ce plan-là. Donc on n'est vraiment pas de la même sorte. De même, j'étais effaré de voir les gens qui voient l'approche de la retraite avec une angoisse terrible.
l'idée qu'est-ce qu'ils vont devenir maintenant qu'on leur enlève leurs automatismes et leur uniforme, c'est-à-dire leur fonction enrégimentée, leur fonction mécanique, et donc ils n'ont pas de construit un être intérieur suffisamment puissant pour pouvoir vivre avec, et comme je dis toujours, la seule personne avec qui je ne m'ennuie jamais, c'est avec moi-même. Et donc on s'entoure d'artistes, ce que ça vous apporte, c'est d'être avec des gens qui ont quand même un petit peu le même rapport au monde, la même maladie, le même petit vélo dans la tête, et ce besoin inexplicable de faire des choses. Si, je pense de plus en plus aux mains, parce que je me dis, au fond, on peut se dire écrivain, on peut se dire peintre ou je ne sais quoi, ou réalisateur de cinéma, mais en fait c'est le besoin de faire. Mon ami Jean-Paul Favant, qui a créé le génial musée des Arts Forains de Bercy, et qui fait en ce moment des expériences numériques absolument révolutionnaires dans ce musée, me disait l'autre jour au téléphone, toi et moi finalement on est des hommes du faire. Et je trouve qu'il a complètement raison. On a besoin de faire quelque chose. Chaumont disait « Je déteste l'inactivité. Je ne peux pas rester sans rien faire. » Alors je critiquais Marthe et Marie, mais de ce point de vue-là, j'ai un côté Marthe et pas Marie. C'est qu'il m'est extrêmement difficile de ne pas entreprendre quelque chose. Je suis sans arrêt avec 10 projets. Et là, depuis que je suis malade, je n'ai jamais réalisé autant de choses de toute ma vie. Quand j'étais à l'hôpital, je me disais « J'ai pas peur de mourir. Ma vie a été très riche. » Mais depuis que j'en suis sorti début mai, j'ai fait encore plus de choses et rencontré encore plus de gens extraordinaires. Et ça, c'est véritablement phénoménal. C'est un besoin absolu de réaliser des choses. J'imagine que si j'étais devant un psychanalyste, il me dirait que c'est pour se rassurer par rapport à la mort et quantité de choses. C'est vrai, laisser une trace, laisser derrière soi une cathédrale, comme le pauvre Marcel Storr avait besoin de dessiner des villes futuristes et des églises, alors que socialement, il n'avait aucun espoir d'être rien. Donc on a besoin de laisser une trace. Il y a un très bel exemple, très émouvant, je ne sais pas si tu le connais Alain, c'est à Los Angeles, cet endroit qu'on appelle les Tours de Watts. Un petit émigré italien qui s'appelait Simon Rodia et qui a créé 9 tours en mosaïque et en entrelacs de câbles, pas de câbles, de structures d'acier. Et quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il a dit I needed to make something big and I did it, quelque chose comme ça. J'avais besoin de faire quelque chose de grand et je l'ai fait. Et on s'est aperçu longtemps après qu'en fait c'était une réminiscence de son enfance. Il habitait près de la ville de Nola dans le sud de l'Italie. Et à Nola, à la fête des Lys, fin juin je crois à peu près, un certain dimanche, il y a une vieille tradition où les hommes portent sur leurs épaules, donc à la force du corps, d'immenses tours en papier mâché, en bois, etc., qui sont au nombre de 9, et sur une marée humaine de milliers de gens, on voit tanguer ces grandes tours, et lui, des années après, refait dans un autre type de matériau, à Los Angeles, une sorte de bateau imaginaire, où il a fait ça, et il avait ce besoin de faire quelque chose de grand. Eh bien, je crois que la transcendance, parce que je disais ailleurs, pour moi, le Dieu, il est immanent, mais la transcendance, ce besoin de s'élever, c'est quelque chose de très profond dans l'homme, c'est comme une plante. En fait, la plante s'élève, on va vers la lumière, on a besoin de quelque chose de plus grand que soi, on a besoin de se grandir soi-même et de s'élever. Or, tout est fait, c'est la pesanteur de la terre, tout est fait pour nous abaisser. Et plus que jamais dans cette société, alors qui cultive même systématiquement l'abaissement de l'individu et des valeurs.